Bienvenue au journal, voici le sommaire. Fin ce vendredi de l'atelier de formation modulaire des cadres du ministère des Travaux publics et des Transports sur les procédures de passation des marchés publics. C'est un atelier financé par la Banque africaine de développement. Les États-Unis volent encore une fois au secours de l'Irak. Le président Obama répond à la demande de Nouri al-Maliki, premier ministre irakien. Des conseillers militaires vont arriver à Bagdad dans les tout prochains jours. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Depuis le 26 mai dernier, les cadres du ministère des Travaux publics et des Transports ont débuté une formation modulaire sur les procédures de passation des marchés publics. La formation, animée en 2 séances de 10 jours chacune, avait pour objectif le renforcement des capacités des cadres de ce ministère dans la gestion transparente et normative des marchés publics. Cette formation, financée par la Banque africaine de développement, s'est achevée ce vendredi. Radjoul Mohamedou. Pour atteindre les objectifs assignés à la politique des grands travaux en cours d'exécution au Togo depuis 2008, le ministère des Travaux publics et des Transports, qui en a la maîtrise d'ouvrage, s'est investi dans une politique d'amélioration des compétences individuelles de ses cadres. Ceci à travers un programme qui allie la logique de la formation continue et le renforcement institutionnel du ministère. À travers notamment cette formation modulaire en passation des marchés publics, 3e d'une longue série programmée, ouverte le 26 mai dernier et qui se referme ce jour. Un programme pour pouvoir remettre à niveau, sinon même améliorer la compétence des cadres qui sont appelés à adjuger la plupart de ces marchés pour atteindre les objectifs assignés pour la politique des grands travaux. C'est dans ce sens que le ministère a, avec l'assistance de la Banque africaine de développement, eu un financement pour pouvoir former une 50aine de cadres. Procédures, principes et outils, tout le processus de la passation des marchés publics a été épulché par les experts de Sofreco, fournisseur de services en études et assistance technique en développement, chargé de l'exécution de la formation. Il faut dire que la formation se voulait didactique, mais aussi pratique. Par des cas concrets de passation des marchés, depuis la planification jusqu'à l'archivage. Appuyé également par des exemples basés sur des procédures BAD, sur des procédures Banque mondiale essentiellement. Comparé aussi aux procédures du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Et chaque participant revient, comme je disais tout à l'heure, repart avec des outils, mais aussi des textes, et notamment tous les textes liés à la législation togolaise, qu'il n'est pas toujours facile de capitaliser. La cérémonie de clôture a été couplée de la remise attestation de formation à la 50aine de participants. Des participants dorénavant aguerris en bonne pratique et en bonne méthode de passation des marchés publics. Nous avons des supports qui vont nous permettre quand même de revoir ce qui est dit. Et puis, pour amener à bien cette mission, il faudrait également que la bonne volonté y ait, la conscience professionnelle. Voilà, pour réussir sans tâche. Au titre de sa qualité d'exécutant de la commande publique en matière de travaux publics, le ministère émet régulièrement des appels d'offres de travaux. Cette formation donne un crédit de confiance et assure la sécurisation de la gouvernance des marchés publics parce qu'elle met à niveau la compétence des agents en charge de sa gestion quotidienne. Toujours dans l'actualité ce vendredi, le Conseil national des patrons de presse a tenu son assemblée générale extraordinaire. Le bureau du CONAP, les points focaux ainsi que des journalistes venus de toute l'étendue du territoire ont répondu présents à ce rendez-vous. À l'ordre du jour, l'adoption d'un nouveau règlement intérieur et statut, de nouveaux tests qui visent à insuffler une nouvelle dynamique au CONAP. Norbert Dansou. Avide de renouveau et de reconstruction, le Conseil national des patrons de presse, après le renouvellement de ses instances et l'installation des points focaux à l'intérieur du pays, s'attaque désormais aux statuts et règlements intérieurs jugés obsolètes. Une réforme majeure inscrite dans l'agenda des mutations a opéré par le CONAP. Le CONAP a été créé depuis 2007 dans un certain contexte qui explique le contenu des statuts de l'époque. Aujourd'hui, l'environnement a évolué. Il a été constaté que les statuts précédents comportaient des lacunes et des insuffisances. Donc le nouveau bureau exécutif a proposé à l'Assemblée générale de combler ces insuffisances et ces lacunes
en intégrant de nouvelles dispositions qui sont plus conformes à l'environnement actuel et qui correspondent mieux aux objectifs qui sont aujourd'hui ceux du Conseil national des patrons de presse. Présenté par son président en exercice, le projet a été adopté et salué par l'ensemble des patrons de presse représentés à cette Assemblée générale extraordinaire. Ce que toute l'Assemblée a adopté, et je crois que personnellement, puisque tout le monde a adhéré aux travaux et à l'adoption, c'est de bonnes choses qui sont sorties et que certainement ça permettra à CONAP d'agir en responsable pour l'avancement de la presse au Togo. Dans le passé, on n'avait pas ces collaborations. Aujourd'hui, on sent une amélioration dans le travail. Et surtout que CONAP est en train de faire tout de leur propre effort pour pouvoir un peu arranger la situation. L'adoption de ce nouveau statut et règlement intérieur marque une étape décisive dans la volonté du bureau de doter le Conseil de tests et règlements qui renforce son fondement et le mettent définitivement sur orbite au regard du nouveau cap fixé. Mais d'ici là, le CONAP se doit de redorer son blason car la mission risque d'être titanesque. Les responsables de la compagnie énergie électrique du Togo ont débuté une tournée dans certaines grandes villes du Togo. Il s'agit pour la société de rencontrer les comptables relevant de l'administration publique. Les discussions ont porté sur le recouvrement des créances de l'État. Après Tchévier et Atakpamé, la société a poursuivi sur Kara. Roger Améniran, Alfred Mindissa. Une seule préoccupation au centre de cette journée de sensibilisation de la compagnie énergie électrique du Togo, le recouvrement des créances de l'État. Et pour en discuter, lever les zones d'ombre, responsables de cette société et comptables de l'administration publique issue de la région centrale et de la Kara. À bâton rompu, les deux parties ont échangé et chaque partie a su expliciter sa préoccupation. D'abord, au comptable d'expliquer le pourquoi du non-engagement régulier des factures. La première difficulté, c'est que la société nous envoie des factures, parfois sans les pièces accompagnantes qui font foi à la recevabilité de ces factures-là au contrôle financier. La deuxième difficulté, c'est que les factures nous parviennent parfois tardivement. La troisième difficulté, c'est quand nous engageons ces factures et que nous les déposons au contrôle financier, il arrive parfois que ces factures sont rejetées pour des raisons que le contrôle financier même maîtrise, que parfois nous ne maîtrisons pas. Puis à la CET de dévoiler ses attentes post-sensibilisation. Que les factures soient déposées au contrôle financier dans les délais requis pour permettre au contrôle financier de l'envoyer à la direction des finances pour mandatement et après mandatement que ça soit envoyé au trésor pour paiement des factures de la CET. À l'allure des débats, je pense que les partages sont fructueux et qu'à la sortie de cette séance-là, nos factures seront bien engagées et engagées dans les délais. Cette tournée de sensibilisation a pris fin vendredi avec l'étape de la région des Savanes. Aux États-Unis, le président vient de répondre à la demande du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Barack Obama s'est refusé à toute idée d'envoyer des troupes au sol, mais il se dit prêt à envoyer des conseillers militaires, des conseillers dont le rôle sera de former les militaires irakiens pour qu'ils puissent venir à bout des djihadistes de l'EIIL. 2 ans et demi, les militaires américains ont quitté l'Irak pour de bon. Aujourd'hui, ils y retournent au compte-gouttes. Washington est prêt à envoyer 300 conseillers militaires sur place, dit le président des États-Unis, pour entraîner à nouveau les forces irakiennes. Les Américains, rappelons-le, les avaient déjà formés avant de partir. Ces conseillers ne seraient pas des combattants pour l'instant et seraient en poste dans le nord du pays, mais surtout à Bagdad. La capitale est menacée par l'avancée des combattants intégristes sunnites de cette armée nommée l'État islamique en Irak et au Levant.
Les États-Unis sont prêts à effectuer des attaques aériennes ciblées et précises contre cette armée de fortune une fois que les conseillers sur place auront fourni un meilleur portrait de la situation. 300 men on the ground is not a strategic commitment. Pour cet analyste, la stratégie d'Obama est insignifiante, dérisoire dans le contexte irakien actuel. Pour changer la donne, pour affaiblir et vaincre ces militants sunnites, disent les experts militaires, il faut envoyer non des centaines, mais bien des milliers de conseillers militaires et de troupes, et ce ne serait qu'un début. La solution ne passe pas par une méga opération militaire américaine, insiste Barack Obama. On n'a guerre en Irak, dit-il. La solution, la vraie et la seule, est politique, dit la Maison-Blanche, et elle doit venir des Irakiens. Nouri al-Maliki, le Premier ministre chiite, doit mettre en place un gouvernement qui représente les trois communautés, chiites, sunnites et kurdes. Fini cette politique d'exclusion. Tout au plus, Washington se donne une mission diplomatique en envoyant son secrétaire d'État dans la région cette fin de semaine. En attendant l'arrivée de ces conseillers militaires et la riposte de l'armée irakienne, les combats se poursuivent sur le terrain. Les islamistes de l'EIL ont enregistré une percée fulgurante. Ils menacent désormais Bagdad et dans les villes qu'ils occupent, des milliers de personnes sont obligées de prendre la fuite. Ils ont fui Mossoul devant l'avancée des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Et au point de contrôle de Razir sur la route d'Erbil, un camp de déplacés commence à s'installer. Des tentes sont arrivées et des distributions de nourriture ont lieu, insuffisantes néanmoins. La famille de Hussein, Aziz Mohamed, est arrivée là sans rien. On leur a distribué des matelas et des ventilateurs. Personne ne veut quitter sa maison, mais nous n'avions pas le choix. Nous avions peur d'être massacrés. Nous avons laissé toutes nos affaires, mais le plus important, c'est que nous soyons en vie. L'attaque des combattants djihadistes qui se sont emparés de la province de Ninive a jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes, 500 000 selon une estimation des Nations Unies. La plupart se sont réfugiés dans les provinces kurdes voisines et les défaites successives de l'armée nationale irakienne ne leur laissent guère d'espoir à court terme. Si la situation s'améliore, je retournerai tout de suite à Mossoul. Mais je dois avoir des informations sûres et officielles. Je ne veux pas faire courir de risques à ma famille. Les combats se poursuivent dans le nord du pays, autour de la raffinerie de Baïji et au sud de la ville de Kirkouk. Mais surtout, les djihadistes tentent de progresser vers le sud en direction de Bagdad, provoquant devant eux de nouvelles fuites de populations terrorisées. Et voilà des milliers d'Irakiens qui fuient pour se réfugier dans d'autres villes ou d'autres pays. Ces Irakiens vont sans doute venir compléter la très longue liste des réfugiés répertoriés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Ils sont, selon le HCR, 50 millions de réfugiés, dont la moitié sur le continent asiatique. Des réfugiés qui décident pour certains de retourner au bercail, comme ici en Thaïlande. Retour au pays pour cette famille de Cambodgiens. Il y a 7 ans, ce couple et leur fille se sont installés en Thaïlande pour tenter de construire une vie meilleure loin de leur pays, l'un des plus pauvres de la planète. Mais comme des dizaines de milliers de leurs compatriotes vivant clandestinement en Thaïlande, ils ont fui les menaces de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de mai, un retour qui s'annonce difficile. Nous n'avons aucune idée de ce que sera notre avenir. Je n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer. Quand j'aurai un endroit où vivre et travailler, nous verrons. Depuis début juin, plus de 200 000 Cambodgiens ont retraversé la frontière. Le Cambodge accuse la junte thaïlandaise, qui a déclaré vouloir expulser tous les clandestins, d'être responsable de cet exode. Bangkok tente de calmer le jeu en évoquant de simples rumeurs. La rumeur qui s'est propagée selon laquelle nous allions réprimer les travailleurs illégaux est complètement fausse. Notre seule politique est d'essayer de protéger leurs droits parce qu'en étant illégaux, ils sont vraiment vulnérables et risquent d'être exploités par des trafiquants d'êtres humains. La Thaïlande insiste aussi sur l'importance de ces travailleurs pour son économie et a évoqué de possibles régularisations. Alors pour certains, l'exode pourrait finalement être l'occasion de demander des documents en règle avant un retour en Thaïlande.
Mais pour beaucoup, peu importe. Cette compulsion d'émigrer, de trouver du travail, d'améliorer les choses pour soi et sa famille est parfois bien plus forte que les risques encourus. Alors ils pourraient finir par retourner vers une situation qui leur fait peur. Le nombre de clandestins cambodgiens vivant en Thaïlande n'était pas vraiment connu et impossible de savoir combien ils sont encore. Plus de 3 millions d'immigrés, légaux ou illégaux, travaillent en Thaïlande, venus aussi de Birmanie ou du Laos. S'ils suivaient l'exemple des Cambodgiens, c'est toute l'économie, déjà fragile, qui pourrait être menacée. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine.